Connaissez-vous Marie Marvin, la fiancée du danger? Sa vie fut bien remplie, très étonnante, et son surnom, la fiancée du danger, ne lui a pas été donné pour rien. Alors Marie Marvin naît en 1875 dans la commune d'Aurillac, dans le Cantal. Son père est un passionné de sport et va l'initier très tôt à toutes sortes de disciplines sportives. Lors d'une sortie scolaire au cirque, Marie Marvin va être subjuguée par tous ces différents arts du cirque et elle va supplier son père de pouvoir être formée. Alors elle va faire du trapèze, de la jonglerie, elle va être funambule, cavalière et elle va devenir une gymnaste accomplie. Mais c'est dans le vélo qu'on va parler d'elle. Parce que son père va la former au cyclisme, d'autant plus qu'il est maintenant à la retraite et il va se donner corps et âme à la formation de sa fille. Mais ça fait scandale à l'époque, parce que vous savez, c'était très mal vu à cette époque-là pour une femme de faire du vélo. Mais elle va devenir une cycliste accomplie, et elle va même participer au Tour de France. Enfin, presque, parce qu'elle ne va pas être autorisée à prendre le départ avec les hommes. Mais très obstinée, elle va laisser les hommes partir, faire le départ, et elle-même va partir 10 minutes après. Elle va être suivie par les journalistes d'ailleurs, et d'étape en étape, elle va finir ce Tour de France. Elle va être considérée comme la première femme à avoir fait le Tour de France complet. D'ailleurs, il y avait plus de 100 hommes qui avaient participé à ce Tour de France et finalement 34 ont fini. Plus Marie. Alors Marie Marvin, c'est toujours plus vite, toujours plus haut. Et après le cyclisme, c'est l'automobile. Elle va être l'une des premières femmes à obtenir son certificat de capacité. Vous savez, c'est un peu l'ancêtre du permis de conduire. Elle va pouvoir conduire des automobiles et même faire plusieurs courses automobiles dans le Sahara. Alors côté études, ça va aussi, licence de lettres, études de droit, de médecine. Elle parle 5 langues, dont l'espéranto. Et elle va obtenir son diplôme d'infirmière. Ça va lui être très utile, comme nous le verrons plus tard. Elle dort très peu, 4 à 5 heures de nuit, et elle organise son emploi du temps, très précisément. Et lors de ses rares moments libres, elle écrit des poèmes, sous le pseudonyme de Myriel. Alors comme je vous l'avais dit, avec Marie, c'est toujours plus vite, toujours plus haut. Et après le cirque, le vélo, l'automobile, c'est maintenant le temps de l'alpinisme. Alors, elle va escalader la très difficile aiguille du Grépon. Elle gravit également la dent du géant, la dent du requin, le mont Rose, les aiguilles rouges et l'aiguille du moine. Et elle remporte plus de 20 médailles d'or dans différentes disciplines, dont le ski, le patinage artistique, le patinage de vitesse, le saut, et même la toute première compétition féminine de bobsleigh. Vient maintenant le temps de l'aviation et de la découverte des sports de l'air. Elle va très vite s'intéresser à ces disciplines et elle va faire son premier vol en ballon en 1901. Puis ça va être l'avion, mais en 1913, c'est l'accident. Elle est prise dans un brouillard, elle tente d'atterrir en catastrophe dans un champ, mais son avion se renverse. Et elle frôle la mort. Voici ce qu'elle écrit au sujet de cet accident. Une fois de plus, je reste la fiancée du danger. Mais le mariage n'a pas été loin. Mon casque était complètement enfoncé dans la terre. Mon visage baignait dans le sang. Écrasé sous la masse de mon appareil, je respirais difficilement. Heureusement qu'avec ma main gauche, je pus creuser la terre près de ma bouche pour me permettre d'aspirer un peu d'air. Alors je vous l'avais dit, son diplôme d'infirmière va lui servir, parce qu'elle va essayer de construire le premier avion ambulance. Et elle est presque sur le point d'y arriver avant que la Première Guerre mondiale n'éclate. Et voilà ce que écrivait le poète Émile Hinzelin. Il va lui consacrer un poème. Pour le suprême effort des combats nécessaires, aux avions français, il a poussé des serres. Une exquise Lorraine au vaillant cœur voulut, que l'oiseau de combat fut l'oiseau de salut, et que, portant secours aux blessés qui succombent, l'aigle miraculeux se changea en colombe. Alors comme je vous le disais, c'est la Première Guerre mondiale qui éclate. Et vous savez quoi? Elle va se déguiser en homme pour monter au front, pour aller dans les tranchées. Et elle va y parvenir, elle va finir par se faire démasquer au bout de 47 jours. Alors lorsqu'elle est démasquée, elle doit quitter le front. Mais le maréchal Foch va l'autoriser à rejoindre des chasseurs alpins, comme elle était très bonne alpiniste. Et elle va secourir énormément de blessés. Elle va même participer à la Seconde Guerre mondiale, où son travail d'infirmière va avoir 2 faits marquants. D'abord, elle va créer un nouveau type de suture chirurgicale qui va limiter les risques d'infection. Et puis, elle va fonder un centre de convalescence pour les aviateurs blessés au combat, qui s'appelle le repos des ailes.
Alors Marie Marvin a donc été célébrée pour son excellence dans différents sports. Et l'Académie des sports lui décerne en 1910 la médaille d'or des sports. Et c'est la première fois qu'une telle médaille va être donnée pour un prix toute discipline. La première et la dernière fois. Mais Marie Marvin n'a pas de pension de retraite et elle va connaître la pauvreté. Alors elle va faire quelques piqûres avec son travail d'infirmière pour gagner quelques sous, mais ça va être très difficile. Et pourtant en étant encore très âgée, à 85 ans, elle va obtenir son diplôme, son brevet de pilote d'hélicoptère, et elle va piloter un hélicoptère, le tout premier hélicoptère à réaction, qui s'appelle le Djinn. Son dernier fait d'armes, en 1961, à 86 ans, elle va faire en vélo le trajet Nancy-Paris. Elle va pédaler 10 heures par jour. Quelle vie! Merci Marie. Eh bien ça c'est une des plus belles victoires de ma vie, voyez-vous. Savoir vouloir, et on arrive à tout vaincre, à tout obtenir, dans tous ordres. Alors bonjour à tous. Connaissez-vous l'histoire d'Abou l'Abbas, l'éléphant blanc de Charlemagne? Nous sommes en 797 et Charlemagne décide d'envoyer une ambassade diplomatique au calife de Bagdad, Haroun al-Rachid. Alors le but de cette mission diplomatique, c'est de créer des liens, une alliance militaire contre leur ennemi commun, la dynastie des Omeyyades. Alors pour mener à bien cette mission diplomatique, Charlemagne envoie un marchand juif, Isaac, qui connaît la langue arabe et qui est porteur de cadeaux pour Haroun al-Rachid. Et la mission diplomatique est un succès. Le calife de Bagdad renvoie lui aussi plusieurs précieux cadeaux à Charlemagne. Alors il y a une clepsydre, une sorte d'horloge à eau, des étoffes de soie, mais surtout, il y a un éléphant blanc, atteint d'albinisme donc, mais qui pour l'époque est un cadeau de roi, un cadeau de prince. On suppose même qu'un tel éléphant a des pouvoirs magiques. Alors on le nomme Abou l'Abbas en hommage à Abou l'Abbas Abdallah, qui était le père fondateur, le fondateur de la dynastie des Abbassides. Isaac entreprend donc le chemin du retour pour amener tous ses cadeaux à Charlemagne, mais ça lui prendra 5 ans. 5 ans pour se présenter à nouveau devant Charlemagne, à Aix-la-Chapelle, dans la résidence de l'empereur. Et Charlemagne, quand il découvre évidemment cet éléphant blanc, il est stupéfait. Et il va très vite s'y attacher, l'exhiber à des notables de l'époque. Il va même l'utiliser dans un rôle d'éléphant de guerre. Vous savez, en 804, Godefred de Danemark envahit des terres. Et Charlemagne va riposter en envoyant son armée, accompagné de cet éléphant qui va effrayer les adversaires, bien sûr, qui n'ont jamais rien vu de tel. Le problème, c'est que Abou l'Abbas s'acclimate mal. Il fait froid en France. Le climat de l'Europe est très difficile pour lui. Et il va tomber malade. Il va mourir en 810 d'une pneumonie. Charlemagne lui survivra 4 ans. Charlemagne meurt en 814 d'une pneumonie également. Alors que nous reste-t-il comme trace d'Abou l'Abbas? On a retrouvé à Aix-la-Chapelle un olifant, un corps en ivoire. Et on pense que cet olifant a été fait à partir d'une des 2 défenses d'Abou l'Abbas. On a retrouvé également un texte avec une enluminure, un dessin très réaliste pour l'époque d'une tête d'éléphant. Et on suppose que l'auteur de ce dessin a très certainement vu Abou l'Abbas. On parle également d'un échiquier, l'échiquier de Charlemagne. Alors, il n'a pas pu réellement appartenir à Charlemagne parce qu'il a été fabriqué 2 siècles plus tard. Mais cet échiquier a d'étonnantes particularités. Déjà, il est fait dans des blocs d'ivoire. Chacune des pièces est fabriquée dans un bloc d'ivoire. Des pièces assez colossales, plus de 15 cm de haut. Le roi, il pèse 1 kg. Et la plus grande particularité de cet échiquier, c'est qu'il n'y a pas de fous. À la place des fous, ce sont en effet des éléphants. Alors, il y a du mystère autour de cet échiquier. Pourquoi il a été fabriqué? Par qui? Et à qui il était destiné? Chacun se fera son idée. Connaissez-vous le sapeur-pompier François Thibault? Une légende pour son époque. Alors François Thibault, il est né en 1835, sous le règne de Louis-Philippe Ier.
Et c'est à 24 ans qu'il s'engage chez les pompiers, sapeur-pompier de deuxième classe. Très vite, il va devenir caporal, mais c'est à 30 ans que son courage va s'illustrer pour la première fois. Il y a un incendie qui éclate dans des entrepôts avec des produits chimiques, et n'écoutant que son courage, François Thibault va s'élancer à 3 reprises à travers les flammes pour sauver non pas des personnes, hein, mais des produits précieux. Et c'est vrai que le général Soumain va, pour le récompenser de son courage, va le proposer à la médaille militaire. Il va l'obtenir. Mais c'est 3 ans plus tard, en 1865, que la légende de François Thibault va se construire. Alors, il y a 2 événements marquants, hein, en juillet et en août. En juillet, c'est un événement finalement assez anecdotique. François Thibault doit sauver un chien sur un toit, mais il est mordu. Et craignant que le chien ait la rage, il doit être cautérisé, et sa main va garder des séquelles, une large cicatrice. D'ailleurs, sur la photo, vous pouvez voir le bandeau sur la main gauche. Alors pourquoi ce fait doit être signalé? Eh bien, c'est parce que le mois d'après, c'est avec cette main blessée, handicapée, que François Thibault va réaliser les sauvetages de sa vie, ceux qui vont attirer sur lui toute la lumière du pays. Nous sommes donc en août 1868, et un incendie éclate, rue Saint-Antoine, en plein cœur de Paris, dans une boutique qui se nomme La Truie qui file. Une boutique qui vend du beurre, des œufs, du fromage. Et cette boutique est au pied d'un immeuble de 6 étages. Alors les habitants des 2 premiers étages ont réussi à s'extraire du bâtiment, et ceux du 6e étage ont pu se faufiler à travers les toits. Mais il y a des habitants qui sont piégés sur les 4e, 5e étages, 3e, 4e, 5e étage. Et François Thibault, n'écoutant une nouvelle fois que son courage, va s'élancer sur la façade, avec une échelle à crochet. Alors vous savez, les échelles à crochet chez les pompiers, c'est l'agrès le plus noble, hein. C'est celui qui permet ce type de sauvetage. C'est une échelle que l'on pose à plat, verticalement, sur la façade, pour monter de fenêtre en fenêtre. Et François Thibault va sauver en 15 minutes 10 personnes, 7 adultes et 3 enfants. Il va commencer par sauver un couple et son enfant, puis un couple, et enfin un couple avec 2 autres enfants. Mais il reste une dame à sauver, une 10e personne, Madame Folias, qui est assez âgée, elle a plus de 70 ans et elle est bloquée. Alors François Thibault va réussir à aller dans la chambre de cette dame, et avec l'aide d'un autre pompier, il va la plaquer sur le lit et l'attacher fortement sur son dos avec des draps. D'ailleurs, vous pouvez observer sur l'image, le dessin d'époque, eh bien, la dame, Madame Folias, attachée sur le dos de François Thibault. Et le problème, c'est pour maintenant redescendre. Parce que au bord de la fenêtre, il y avait un chenot d'une 30aine de centimètres qui empêchait de poser à plat l'échelle à crochet. Et donc, elle était un peu incurvée. Il était très périlleux de s'avancer sur cette échelle, surtout avec le poids de Madame Folias sur le dos de François Thibault. Alors l'échelle ploie, c'est compliqué, mais François Thibault arrive à descendre d'échelon en échelon, et vous pouvez le voir d'ailleurs sur le dessin, quand il arrive sur le dernier échelon, il arrive à se maintenir avec les mains, et les pieds vont s'appuyer sur le rebord de la fenêtre. Et c'est vraiment un équilibre incroyable qui va le permettre de se stabiliser et de redescendre l'échelle comme ça, et de redescendre Madame Folias d'étage en étage. Il l'aura sauvée. Beaucoup de Parisiens regardaient cette scène et ont applaudi frénétiquement François Thibault. Et François Thibault est devenu extrêmement populaire, et si bien qu'il a même été décoré par l'empereur Napoléon III de la Légion d'honneur. Alors, il y avait beaucoup d'articles sur lui, hein. Vous pouvez d'ailleurs retrouver 2 dessins assez humoristiques de l'époque. On voit dans le premier que des habitants, des Parisiens, cherchent à mettre le feu à leur appartement pour attirer François Thibault. Et dans un deuxième dessin, on voit un directeur de théâtre qui rêverait d'avoir François Thibault en pompier de service dans son théâtre afin de faire salle comble. Alors François Thibault va pourtant quitter les pompiers 2 ans plus tard. Il va être gardien de la Banque de France. Il va mourir assez jeune, à 46 ans seulement de maladie.
Mais merci pour cette histoire, François Thibault. Honneur et gloire à nos pompiers. Nous allons faire un bond en arrière. Nous allons aller en 546 avant Jésus-Christ, à Tyrée. Alors Tyrée, c'est une cité-État de la Grèce antique. Et à l'époque, deux autres cités-États, Argos et la célèbre Sparte, se disputent la possession de la Tyrée. Mais pas seulement d'ailleurs, également le contrôle de la région de la Signurie, qui est une région montagneuse, particulièrement stratégique pour la défense des frontières de l'époque. Et donc, Argos et Sparte ont constitué leurs armées. Elles sont prêtes à batailler, prêtes à en découdre. Et pourtant, dans un souci de préserver des vies, les chefs vont plutôt proposer de livrer une bataille de champions. C'est-à-dire que chaque armée va constituer un groupe de 300 de leurs meilleurs guerriers, et de cette bataille dépendra la victoire finale. Alors les grandes armées se retirent du champ de bataille, retournent dans leur camp pour ne pas interférer dans cette bataille de champions. Et à propos de cette bataille de champions, l'oracle de Delphes, le célèbre oracle de Delphes, a été consulté. Alors dans la Grèce antique, dans la mythologie de la Grèce antique, un oracle, c'était une réponse d'un dieu à une question posée. Et l'oracle de Delphes était particulièrement célèbre puisqu'il permettait de questionner le dieu Apollon. Alors la réponse des dieux était donnée à travers des prophétesses dans des sanctuaires. Et à Delphes, la prophétesse s'appelait la Pythie. C'est intéressant d'ailleurs de savoir pourquoi elle s'appelait la Pythie. C'est que Apollon aurait tué dans la ville de Delphes un serpent monstrueux qu'on appelait Python. Et donc Apollon était appelé Apollon Pythien. Et sa prophétesse, la Pythie. Alors qu'a prédit la Pythie au sujet de cette bataille de champions? Eh bien, elle a prédit un match nul. Nous allons voir. Parce que c'est vrai que cette bataille de champions est particulièrement serrée et très sanglante. Mais au bout de quelque temps, deux soldats se tiennent encore debout. Il s'agit d'Alcénor et Chromios, deux soldats d'Argos, qui, constatant qu'il n'y a plus de Spartiates en état de combattre, eh bien, Alcénor et Chromios vont décider de quitter le champ de bataille et de retourner dans leur camp annoncer leur victoire. Oui, mais voilà. Peu après leur départ, un soldat, grièvement blessé, se relève à l'aide de lances brisées. Il s'agit d'Othryadès, un Spartiate, qui va réunir autour de lui tous les boucliers des soldats d'Argos morts, comme autant de trophées. Et d'ailleurs, sur l'un des boucliers, il va écrire avec son propre sang à Zeus, gardien des trophées. Et donc Othryadès revendique la victoire pour Sparte. Mais là où ça se complique, c'est qu'Othryadès, il va rapidement mourir. Alors Sparte prétend qu'il se serait suicidé. C'est important pour Sparte de prétendre cela, parce que ainsi, Othryadès ne serait pas mort de l'épée d'un soldat d'Argos. Alors Othryadès se serait suicidé parce qu'il n'aurait pas supporté survivre à la mort de tous ses camarades soldats. En tout cas, cette version des faits arrange bien Sparte, qui revendique donc la victoire. Mais Argos ne l'entend pas ainsi. Argos revendique également la victoire, parce qu'Alcénor et Chromios sont encore en vie, certes. Ils ont quitté le champ de bataille, mais ils sont encore vivants. Enfin bon, vous l'avez compris, le problème ne peut pas être résolu. C'est une sorte de match nul, comme l'avait annoncé l'oracle de Delphes. Et Argos et Sparte, comme sur leur position. Et donc, la grande bataille va avoir lieu. Les grandes armées vont s'affronter. Et c'est Sparte qui va l'emporter. Connaissez-vous l'histoire de Rossa Matilda Richter, de son nom de scène, Zazel? Elle est née en 1860. C'est une Anglaise. Son père travaille dans un cirque et sa mère est danseuse. Donc autant vous dire qu'elle est initiée très tôt à tous les arts du cirque. Elle excelle d'ailleurs dans les acrobaties aériennes en tant que voltigeuse. Donc elle fait du trapèze et de la marche sur corde raide. Et à l'âge de 12 ans seulement, elle va rejoindre une troupe d'acrobates itinérants japonais. Et avec eux, elle va sillonner les villes d'Europe. Et de spectacle en spectacle, elle va peaufiner toutes ces acrobaties aériennes qui lui serviront pour toute sa carrière.
Et alors c'est assez amusant parce qu'il y a un journal d'époque qui se méprend sur Zazel. En fait, ils vont croire que c'est la première fille japonaise à fouler les terres européennes. Alors que non, en fait c'est une Anglaise. Mais c'est en 1877, à l'âge de 17 ans, que l'histoire de Zazel va vraiment se construire. Une grande histoire. Ce sera la première femme boulet de canon. Alors, celui qui a conçu ce spectacle de boulet de canon humain, c'est un personnage assez trouble. Il s'agit de William Leonard Hunt, qui se fait appeler le Grand Farini, un personnage mystérieux, sibyllin. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce personnage, mais revenons à l'histoire de Zazel. Donc, le principe de ce tour, c'est qu'elle est propulsée dans un canon par un système de ressort à plusieurs mètres et elle va atterrir dans un filet. C'est un spectacle très impressionnant, mais assez dangereux. Alors les foules se déplacent, il y a des milliers de spectateurs à chaque représentation, et parfois plusieurs représentations par jour. Et même le futur roi d'Angleterre, Édouard VII, est venu à plusieurs reprises. Alors les journaux d'époque en parlent, mais comme je vous l'ai dit, c'est quand même assez dangereux, elle se blesse plusieurs fois. Mais c'est en 1891, à l'âge de 31 ans, qu'elle va risquer de mourir. Je vais vous raconter ce qui se passe ce jour-là. On est au Nouveau-Mexique, et elle fait le spectacle du boulet de canon. Et elle s'en sort plutôt bien. Mais après, elle va faire un autre numéro où elle va donc marcher sur une corde raide, elle a l'habitude de le faire, suspendue à 12 mètres de hauteur. Alors la corde, elle tient, elle est tendue à travers 2 poteaux, et les poteaux, normalement, sont fixés à l'aide de câbles d'acier. Mais ils ont oublié de relier avec les câbles d'acier. Et donc, les poteaux sont instables. Et lorsque Zazel commence son numéro sur la corde, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Et au moment où elle ouvre son parapluie, et d'ailleurs vous pouvez voir sur la fiche d'époque ce tour où elle commence à marcher sur la corde avec un parapluie, eh bien, ça commence à vaciller, et elle regarde les techniciens, elle leur fait une sorte de signe pour qu'ils soient alertés en fait, mais les techniciens ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris que le problème c'est que le câble d'acier n'est pas relié entre les 2 poteaux, et ils pensent au contraire que Zazel veut qu'on tende la corde sur laquelle elle est en train de marcher. Et en fait, ça va être la catastrophe, puisque les poteaux vont tomber, en fait, vont s'écrouler, et donc elle va tomber par terre, une chute de plus de 12 mètres de hauteur, elle va tomber sur les mains, les genoux, et les poteaux lui tombent sur le dos. Alors, les techniciens se précipitent pour retirer les poteaux et essayer de la redresser, et c'est un cri d'effroi. Et le public est terrorisé par ce qui se passe. Et elle va s'en tirer quand même. Mais elle va passer plusieurs mois avec un corset intégral où elle sera positionnée pour essayer de la redresser. Et donc les spectacles, pour elle, le cirque, l'acrobatie et les acrobaties, c'est fini bien sûr. Alors elle va se retirer avec son mari au sud de l'Angleterre. Et elle finira par décéder en 1937. C'était donc l'histoire de Rosa Matilda Richter, que l'on surnomma Zazel. Connaissez-vous Sultan Khan, l'esclave devenu champion d'échecs? Sultan Khan, il naît en 1905 dans la région du Pendjab, l'actuel Pakistan. Alors Sultan Khan, c'est pas le sultan, comme son nom pourrait le faire penser, non. Au contraire, c'est un serviteur, un esclave, une sorte de serf dans le domaine de son maharaja. Son maître, Sir Umar, un riche seigneur du Pendjab qui collabore avec l'Empire britannique. Alors Sultan Khan, vous savez, il se fait d'abord connaître dans la pratique des échecs indiens, qui a certaines différences avec les échecs occidentaux, les règles varient un peu, et il devient le meilleur joueur des échecs indiens en Inde. Voyant cela, son maître décide de lui apprendre les échecs occidentaux. Et en 1928, Sultan Khan va participer au championnat d'Inde avec ses nouvelles règles, qu'il va gagner d'ailleurs, sans aucune défaite. Alors, Sultan Khan, il profite d'un voyage en Angleterre de son maître Sir Umar pour pouvoir participer à des tournois d'échecs en Angleterre, sous la bienveillance bien sûr de son maître. Et il va même participer au championnat d'Angleterre, qu'il va gagner à 3 reprises, 1930,
1932 et 1933, contre la plupart des meilleurs joueurs de l'époque. Et en 1930, il va même battre, pas n'importe quel joueur, José Raúl Capablanca, l'ancien champion du monde d'échecs, qui dira de Sultan Khan que c'est un génie. Alors de telles paroles provenant de Capablanca, c'est bien sûr plus qu'élogieux. Et vous savez, Sultan Khan, il se fait apprécier, il est très discret, mais il se fait apprécier, il se fait aimer. Et beaucoup de joueurs d'échecs de l'époque ont envie de le rencontrer. Et Ruben Fine, un grand maître d'échecs américain, va nous raconter cette anecdote. Il vient avec l'équipe d'Amérique et il souhaite rencontrer en Angleterre Sultan Khan, mais Sultan Khan, lui, n'a pas de permission de sortie. La seule façon de le rencontrer, c'est de se faire inviter par Sir Umar. Et c'est ce qui va se produire. Sir Umar va inviter à déjeuner l'équipe d'Amérique. Et voici ce que Ruben Fine raconte. Lorsque nous fûmes introduits, nous fûmes accueillis par le Maharaja, avec la remarque suivante. C'est un honneur pour vous d'être ici. D'ordinaire, je ne converse qu'avec mes lévriers. Bien qu'il fût musulman, le Maharaja avait reçu une autorisation spéciale pour boire des boissons enivrantes. Et il fit un usage libéral de cette dispense. Il nous a ensuite présenté une biographie imprimée de 4 pages, racontant sa vie et ses exploits. Pour autant que nous ayons pu le voir, sa plus grande réussite était d'être né Maharaja. Alors, ce qui va mettre particulièrement mal à l'aise l'équipe d'échecs d'Amérique, c'est que le service à table, c'est Sultan Khan qui le fait. Alors, un autre fait incroyable dans cette histoire, c'est que Sir Umar n'a pas ramené avec lui que Sultan Khan en Angleterre. Il avait ramené une autre personne, une jeune fille de 18 ans, dont on ne sait pas vraiment le nom, on l'appelait Miss Fatima. On ne sait pas non plus quelle était réellement sa fonction auprès du Maharaja. Toujours est-il que Miss Fatima va également avoir l'autorisation de jouer des tournois d'échecs. Et elle va très vite se mettre au niveau des meilleures joueuses d'échecs d'Angleterre. Et lors du championnat d'Angleterre de 1933, Miss Fatima va le gagner avec 3 points d'avance, sans aucune défaite. Elle va même donner des cours d'échecs à la reine Marie, l'épouse de George V, l'épouse du roi George V. Alors c'est quand même incroyable que Sir Umar, qui semblait pas forcément fort aux échecs, il ait pu avoir des serviteurs devenus des champions d'échecs. C'est un mystère. Alors, 1934, Sir Umar rentre en Inde et il ramène avec lui Sultan Khan et Miss Fatima. On n'entendra plus parler d'eux aux échecs. Mais, longtemps après, eh bien, Miss Fatima, on va la retrouver et on va l'interviewer. Alors, elle est assez âgée, elle a vécu quand même assez longtemps, et elle va parler de Sultan Khan. Et en fait, elle va dire que Sultan Khan était très heureux de retourner en Inde, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Parce qu'il était sans arrêt, constamment malade en Angleterre, des rhumes, des grippes, et pour lui, c'était une véritable libération de retourner en Inde. Pour Miss Fatima, c'était tout autre chose. Elle aurait préféré rester en Angleterre. Alors vous savez, Sultan Khan va décéder en 1966. Et toute l'élite échiquienne, tous ceux qui avaient pu côtoyer, apprécier, aimer Sultan Khan, n'ont appris sa mort que longtemps après. पर चलो उन्होंने खुश करने वास्ते मैं कि चलो जी खेडो उन्होंने चेस मंगाई सारे मोहरे मंगाए रखे शुरू की थी मैं कि जी चलो मैं तुहानू जिता देनी है मैं ना जितती नहीं मैं खुदा वास्ते लैन वाला नहीं हाँ तुसी खेडो अपना जोर ला के मैं कि जी अपने जोर ना ते त्रीए चाले तुसी मात हो तुसें रिजाइन दे देना। Connaissez-vous le lien entre la tribu amérindienne des Osages et la France? Eh bien, il est ancien. Il date de la fin du XVIIe siècle, lors de l'exploration de l'Amérique du Nord par des trappeurs et des coureurs des bois français. Ils vont être les premiers à entrer en contact avec cette tribu.
D'ailleurs, le nom Osage est une déformation. Les Indiens s'appelaient eux-mêmes les Wasas. C'est une tribu impressionnante. Les guerriers sont musclés. Il n'est pas rare de les voir mesurer plus de 2 mètres. Et les Français comprennent très vite à l'époque l'intérêt qu'ils ont à s'allier avec ces puissantes tribus. Et les liens entre Osages et Français sont d'ailleurs excellents, au niveau commercial, mais également au niveau des guerres, puisqu'ils vont mener plusieurs affrontements ensemble contre des ennemis communs. Mais peu à peu, la France perd de son influence en Amérique du Nord. Elle doit céder des territoires. Jusqu'à l'année 1803, où Bonaparte va vendre la Louisiane française au président Thomas Jefferson, président de la nouvelle États-Unis. Bonaparte va vendre la Louisiane française pour 15 millions de dollars. Et Jefferson est content, lui, parce qu'il va doubler la superficie de son pays, et Bonaparte récupère de l'argent, mais surtout il va rapatrier ses soldats pour les guerres à venir en Europe. Mais les Osages, ils vont regretter la présence des Français, à tel point qu'un groupe de 6 Osages va vouloir aller en France, découvrir la terre des Français, et ils vont embarquer à la Nouvelle-Orléans. Alors l'expédition est organisée par un Français, David Delaunay. Nous allons en reparler. Et le groupe des Osages est constitué de Petit Chef, qui est le chef du groupe, et son épouse Femme Faucon. Il y a également un guerrier qui s'appelle Esprit Noir, et sa jeune épouse de 18 ans, Soleil Sacré, et 2 autres guerriers, Grand Soldat et Jeune Soldat. Et tout ce petit monde embarque donc à la Nouvelle-Orléans, direction le Havre. Et la ville du Havre est avertie de l'arrivée des Osages. Et c'est un accueil triomphal. Les Havrais se sont massés par milliers sur le port, sur les balcons, sur les toits. Les Osages vont ensuite aller direction Paris. Ils ont été invités par le roi, Charles X. Et Charles X va même faire une partie de chasse avec les guerriers Osages. Alors, ils vont être la source de l'attention, ça va être l'effervescence à Paris avec cette présence des Osages. On en parle dans la presse. Ils vont à l'opéra, au théâtre. Beaucoup de personnes vont gagner de l'argent en présentant les Osages, dont David Delaunay. Alors David Delaunay va se retrouver emprisonné pour une histoire d'escroquerie. Pas une escroquerie avec les Osages, non. Une vieille histoire d'escroquerie avec une autre personne. Mais du coup, les Osages se retrouvent désœuvrés. On ne parle plus d'eux. Ils sont plus la source de l'attention. Et ils ne savent pas comment retourner dans leur tribu en Amérique. Et donc ils vont prendre les routes de la France pour un long périple. Alors ils vont marcher, aller de ville en ville et de pays en pays. Ils vont aller en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie. En Belgique, la jeune Soleil Sacré accouchera d'ailleurs de 2 jumelles, dont l'une sera adoptée par une liégeoise. Mais le groupe est souvent affamé, souvent gelé. Alors, ils vont décider de se séparer en 2 groupes de 3. Un premier groupe, constitué d'Esprit Noir, Soleil Sacré et Jeunes Soldats, va aller à Paris, demander l'aide de Lafayette. Vous savez, Lafayette, il a été déterminant dans l'indépendance, dans la guerre d'indépendance des États-Unis. Il a eu un rôle déterminant. Et le deuxième groupe va décider d'aller à Montauban. Pourquoi Montauban? Eh bien parce qu'ils ont appris la présence de Monseigneur Dubourg. Et ils le connaissent très bien, il était évêque à la Louisiane. Et donc chaque groupe reprend la route. Alors le groupe de Petit Chef, Femme Faucon et Grands Soldats arrivent sur les abords de Montauban. Ils vont emprunter ce qu'on appelle le pont vieux de Montauban. La rivière du Tarn est gelée. On est en novembre, ils sont frigorifiés. Ils vont traverser ce pont, rentrer dans la ville et trouver la demeure de Monseigneur Dubourg, qui va les accueillir chaleureusement, qui va les héberger. Et très vite, Monseigneur Dubourg va organiser une collecte pour réunir les fonds nécessaires pour les renvoyer en Amérique. Et la générosité des Montalbanais ne se fait pas attendre. En quelques jours seulement, l'argent réuni, et le groupe va pouvoir rentrer aux États-Unis, en Amérique, la fin de leur calvaire. Qu'en est-il pour l'autre groupe? Eh bien, le groupe qui a été à Paris voir Lafayette vont également trouver de l'aide, et Lafayette va trouver les ressources nécessaires pour les rapatrier en Amérique. Mais le problème, c'est que Esprit Noir
et jeunes soldats vont mourir de la variole sur le chemin du retour. Et donc dans ce groupe-là, seul Soleil Sacré et son bébé va pouvoir retrouver la tribu. Alors une fois rentrés dans leur tribu, les Osages vont raconter toute cette histoire, tout leur périple. Et ça va se transmettre par tradition orale de génération en génération. Et chose étonnante, en 1989, une association de Motoban va contacter le chef de la tribu des Osages au sujet de cette histoire. Et le chef de la tribu connaissait, on lui avait raconté cette histoire. Et donc des liens très forts vont se créer entre les Osages qui se rappellent de la générosité des Montalbanais et Montauban. Des échanges culturels vont être organisés. Et dans le jardin des plantes à Montauban, on peut même trouver un espace qui est consacré aux Osages. Même plus que consacré, parce qu'une parcelle de ce territoire a été offerte à la tribu des Osages. D'ailleurs, on trouve des stèles, des sculptures où il est marqué qu'on est en terre indienne. Alors vous savez, la tribu des Osages, dans le XXe siècle, elle a fait fortune. Pourtant, comme la plupart des tribus amérindiennes, elles ont été déplacées, mises dans des réserves, souvent sur des mauvaises terres. Mais les Osages ont réussi à conserver les droits miniers de leur sous-sol. Et on y a trouvé du pétrole, beaucoup de pétrole. Et la tribu est devenue riche, très riche. Ils ont même, par la suite, créé des casinos, parce que les casinos ont des réglementations dans les terres indiennes qui sont différentes et beaucoup plus attractives. Donc ils ont gagné aussi beaucoup d'argent avec les casinos. Mais tout cet argent du pétrole a excité les convoitises au début du XXe siècle, dans les années 1920. C'était même le règne de la terreur. Beaucoup d'Osages ont été assassinés. Ils subissaient une très forte pression parce que des personnes mal intentionnées voulaient récupérer leurs terres, leur argent. Et un film va être consacré à ce sujet, parce que nous, on ne connaît pas trop les liens, l'histoire des Osages et les liens avec les Osages et la France. Mais en 2023, il va sortir un film de Martin Scorsese au sujet des Osages, enfin, sur la période surtout du règne de la terreur, des années 1920, où les Osages vont être persécutés, assassinés. Mais nul doute qu'on va bientôt reparler des liens entre les Osages et la France. Connaissez-vous Évariste Galois? C'est un mathématicien français, méconnu du grand public, né en 1811 à Bourg-Égalité, devenu aujourd'hui Bourg-la-Reine. Alors, ses apports en mathématiques sont assez importants, il y a même une branche des mathématiques qui porte son nom, la théorie de Galois. Et la plupart de ses travaux ont été étudiés plutôt après sa mort, et cela jusqu'au XXIe siècle. Alors je ne vais pas vous parler de mathématiques, je vais plutôt vous parler de sa vie d'homme, avec une part romanesque et tragique. Alors Évariste Galois est né dans une famille de bourgeoisie modeste, mais lettrée. D'ailleurs, son père deviendra le maire de Bourg-la-Reine. Il entre avec un an d'avance au Collège Royal Louis le Grand, et au début, ses résultats sont vraiment époustouflants, mais peu à peu, il baisse. Certainement par une forme de lassitude, mais c'est la rencontre avec les mathématiques. Et là, il ingurgite des livres de mathématiques très facilement, et ses professeurs voient bien qu'ils sont là devant un cas assez spécial. Et lors d'un conseil de classe, dominé par des professeurs de lettres, voici ce qu'ils vont dire. C'est la fureur des mathématiques qui le domine. Aussi, je pense qu'il vaudrait mieux pour lui que ses parents consentent à ce qu'il ne s'occupe que de cette étude. Il perd son temps ici, et il n'y fait que tourmenter ses maîtres. Alors à partir de 1829, tout va s'enchaîner très vite. Les 4 années, 1829, 30, 31, 32, vont être capitales pour Évariste Galois. Et 1829, déjà, c'est l'année des blessures. Ça commence avec son père. Il va se suicider. Vous savez, il était devenu maire de Bourg-la-Reine, je vous l'avais dit, et il était fortement républicain. Il va subir les attaques et des lettres anonymes d'ultra-royalistes. Vous savez, c'est Charles X, le frère de Louis XVIII et de Louis XVI d'ailleurs, qui gouverne la France actuellement. Et Charles X est appuyé par les ultra-royalistes qui prônent un retour en arrière, un retour au traditionnalisme et à la monarchie la plus dure. Et donc, son père va se suicider, première blessure. Puis,
il va découvrir les travaux du mathématicien norvégien Abel. Il se rend compte que Abel est arrivé à des conclusions à peu près similaires à son travail. Et donc il va montrer son mémoire, il va confier son mémoire à l'Académie des sciences pour qu'il examine, en vue du Grand Prix de mathématiques de 1830. Mais le prix est attribué à Abel et à un autre mathématicien. Et Galois s'étonne que son travail ne soit pas cité, que son nom ne soit pas cité. Et en fait, après quelques recherches, il se rend compte que la personne qui devait étudier son mémoire est décédée, et qu'on n'a pas retrouvé son mémoire dans ses affaires, et que son mémoire est définitivement perdu. Deuxième grande blessure pour Évariste Galois. 1830, année de la Révolution et de l'exclusion. Nous sommes le 27, 28 et 29 juillet 1830. C'est les 3 jours dits des Trois Glorieuses. Vous savez, c'est la révolution, la deuxième révolution française, qui va mettre dehors Charles X, qui va mettre à bas tous les espoirs de retour en arrière de la noblesse. C'est Louis-Philippe, d'ailleurs, qui succédera, le cousin de Charles X, un roi qui se veut plus proche du peuple, un roi moins traditionnaliste. Et Galois veut participer à ces événements de juillet, à cette révolution, mais il y est empêché par le directeur de son école, Guignot, qui va utiliser de subterfuge en disant à ses élèves de remettre au lendemain leur décision de participer à ces événements, et puis le lendemain, il a fermé les portes de l'école, donc ils ne participeront pas. Et c'est vrai que Galois va ressentir une profonde amertume, et il va vouloir se venger. Il écrit une lettre très acerbe contre son directeur d'école, Guignot, qui finira d'ailleurs par le renvoyer. Et Galois se pensait soutenu par les élèves de son école, mais c'était visiblement pas le cas, puisqu'il va se faire exclure. Alors il va rejoindre la Société des Amis du Peuple. Vous savez, c'est une association créée après les événements de 1830 et qui est opposée à la royauté. Cette société finira par se désagréger et devenir la Société des droits de l'homme. Alors après 1829, l'année des blessures et des déceptions, 1830, l'année de la Révolution et de l'exclusion, vient 1831, l'année de la prison. Nous sommes début mai 1831 et il y a un banquet qui est organisé en l'honneur de l'acquittement de 19 républicains. Il y a 200 personnes présentes à ce banquet et des toasts sont portés. Et Évariste Galois va porter un toast. Mais il va lever son verre et lever son couteau en disant ces paroles à Louis-Philippe, s'il trahit. Alors, c'est quasiment un appel au meurtre, à l'insurrection contre le roi. Et plusieurs personnes préfèrent, comprenant les dangers de telles paroles, préfèrent quitter le banquet, dont le célèbre écrivain Alexandre Dumas. Et le lendemain, il est arrêté chez sa mère pour appel au régicide. Il va néanmoins être acquitté, parce que son avocat va expliquer que ces paroles ont été prononcées alors qu'il avait abusé de l'alcool. Mais 2 mois après, il va retrouver la prison. Il va être condamné à 6 mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a une commémoration de la prise de la Bastille, une commémoration interdite, dans laquelle Galois va revêtir l'uniforme militaire, une tenue de garde nationale, et il va être armé. Et donc, il est condamné pour port interdit, illégal d'uniforme militaire et port d'armes. Il va être condamné à 6 mois de prison, donc. Mais il va continuer ses travaux de mathématiques. Il n'abandonne pas, et il compte d'ailleurs donner ses travaux directement aux mathématiciens de son époque. 1832. L'année du duel. Nous sommes le 29 mai 1832, et Évariste Galois va écrire 3 lettres, où il y explique qu'il est provoqué en duel. Et voici ce qu'il écrit. « J'ai été provoqué par 2 patriotes. Il m'a été impossible de refuser. Je meurs, victime d'une infâme coquette. » Alors on a longtemps ignoré qui était cette infâme coquette, comme l'appelle Galois, mais la découverte d'anciens manuscrits font penser qu'il s'agit d'une certaine Stéphanie Dumotel, dont Galois se serait épris et qui lui aurait demandé de rompre le 14 mai. Alors, toute cette provocation de duel et la mort de Galois est un peu obscure et mystérieuse, on n'a pas beaucoup d'informations, mais toujours est-il que le 30 mai 1832, au petit matin, à l'étang de la Glacière, Galois s'effondre d'une balle dans l'abdomen. Il est grièvement blessé, un paysan du coin va l'amener à l'hôpital, mais Galois va mourir le lendemain, le 31 mai 1832. Alors des 3 lettres qu'il avait écrites la veille,
L'une va rester célèbre, elle sera son testament de mathématicien, et il y a une épitaphe en latin qu'on pourrait traduire ainsi. Lumière éclatante, dans l'effroi de la tempête, enveloppée de ténèbres éternelles. Espérons que ce moment passé avec Évariste Galois lui aura apporté un peu de lumière. Connaissez-vous Michel Ney, sa vie et son mystère? Alors Michel Ney est né en 1769, 20 ans avant la première Révolution française. Il est d'origine modeste, mais gravit un par un tous les échelons militaires. De simple hussard à 18 ans, il deviendra général français de la Révolution, et sous Napoléon, il sera nommé duc d'Elchingen, prince de la Moscova et maréchal d'Empire. Et pourtant, il sera fusillé en 1815. Enfin, en est-on bien sûr? Parce qu'un mystère demeure. Nous y reviendrons, mais déjà essayons de découvrir l'homme qu'était Michel Ney. Très tôt, ses supérieurs militaires remarquent toutes ses aptitudes au combat, toutes ses qualités. Il est surnommé l'infatigable, et même le brave des braves, par Napoléon lui-même, en raison de son attitude héroïque lors de la désastreuse retraite de Russie. Il parviendra à sauver ce qui peut l'être des restes de la Grande Armée. Il saura de tous les combats, de toutes les batailles. La bataille d'Elchingen, la bataille d'Hohenlinden, la bataille d'Ulm, d'Iéna, de Friedland, d'Eylau, de Ponte Sampaio, de Redina, Smolensk, de la Moskova, de Krasnoï, de la Bérésina, des Quatre Bras, jusqu'à la bataille finale de Waterloo, où il mènera l'une des plus grandes charges de cavalerie de l'histoire. 10 000 cavaliers, plus de 10 000 cavaliers s'élanceront sur le champ de bataille. Eh bien pourquoi? Pourquoi, après de tels faits d'armes, le maréchal Ney sera-t-il conduit devant un peloton d'exécution? Eh bien, il faut comprendre qu'après cette retraite désastreuse de la Russie et la campagne de France, le maréchal Ney incite Napoléon à abdiquer. Il sera d'ailleurs même le premier des maréchaux d'Empire à rallier la royauté et Louis XVIII. Alors, Napoléon abdique. Et le maréchal Ney est récompensé par Louis XVIII. Il sera nommé commandant en chef de cavalerie de France. Pendant ce temps-là, Napoléon est dans son premier exil, à l'île d'Elbe. Et un accord avait été conclu avec Louis XVIII pour qu'une pension lui soit versée, une rente. Mais peu à peu, cette pension est versée de manière incomplète, plus du tout. Et donc Napoléon, il est poussé à revenir en France. Et avec un petit groupe de soldats, de ses fidèles grognards, il va débarquer au golfe Juan. Louis XVIII, apprenant cette nouvelle, le débarquement de Napoléon, le retour de Napoléon en France, il est terrorisé, bien sûr. Il fait appel à ses généraux et le maréchal Ney se présente et dit à Louis XVIII qu'il ramènera Napoléon dans une cage de fer. Il n'en saura rien du tout. Le maréchal Ney trahira Louis XVIII et rejoindra Napoléon. Alors Napoléon est de retour au pouvoir. Mais s'approche la bataille de Waterloo, la défaite de Waterloo. Et le maréchal Ney participe à cette bataille. Il est à la tête de la cavalerie, de 10 000 cavaliers. Et le maréchal Ney sait très bien que si cette bataille est perdue, il est cuit. Louis XVIII reviendra au pouvoir et ne lui pardonnera pas sa trahison. Alors le maréchal Ney charge, et il cherche la mort. Ces charges sont plus des charges suicides. D'ailleurs, il s'exclame « Venez voir comment meurt un maréchal d'Empire ». Mais la mort ne voudra pas de lui. Et la défaite de Waterloo est scellée. Louis XVIII revient au pouvoir, et l'heure des comptes a sonné. Le maréchal Ney est arrêté. Il est jugé par la Chambre des Pairs pour haute trahison. Et il est condamné à mort, à être fusillé. Alors, en apprenant la sentence, il va dormir tout habillé dans sa cellule. Et au petit matin, sa femme et ses 4 enfants viennent le rejoindre. Sa femme s'évanouit en apprenant la sentence. Mais le maréchal Ney va aller devant ce peloton d'exécution. Il y va courageusement. Et à un moment donné, il y a un des soldats qui veut lui bander les yeux, mais le maréchal Ney s'offusque. N'ignorez-vous pas que depuis 25 ans, je regarde les boulets et les balles en face.
les détonations des fusils retentissent et le maréchal Ney s'effondre face contre terre. Et c'est là que surgit l'affaire Peter Stuart Ney. Parce que 4 ans plus tard, en 1819, dans le sud des États-Unis, dans un petit village, apparaît comme par enchantement un Français qui se prétend ancien militaire, du nom de Peter Stuart Ney. Il postule pour être instituteur du village. Et Pascal Cazotte a enquêté sur cette affaire. Et il a relevé de troublantes similitudes entre le maréchal Ney, fusillé en 1815, et ce Peter Stuart Ney. Tous deux excellent dans l'art de l'équitation et dans le maniement du sabre. Ils ont le même âge, exactement la même taille, et les mêmes cicatrices, aux mêmes endroits. Il faut savoir que le maréchal Ney avait son père qui s'appelait Pierre, Peter en anglais, et sa mère était d'origine écossaise. Peut-être l'idée du nom de Stuart. Mais l'élément le plus troublant, c'est lors de la mort de Peter Stuart Ney. On a fait l'inventaire de ce qu'il possédait, et on a retrouvé de nombreux livres en rapport avec le Premier Empire, avec Napoléon. Et ce qui est très troublant, c'est que ces livres sont annotés, et même corrigés. On retrouve des corrections, des annotations qui précisent les événements, les lieux, les personnes. Et certains détails ne pouvaient être connus que du maréchal Ney, ou alors d'une personne très très proche. Mais imaginons que cela soit vrai, et que Peter Stuart Ney soit le maréchal Ney. Comment aurait-il fait pour survivre à son exécution, ou devrais-je dire, à son simulacre d'exécution? Parce que c'est la théorie de Pascal Cazotte. Alors vous pourrez retrouver en lien l'article complet de Pascal Cazotte, bien sûr, dans le descriptif texte de la vidéo. Et donc, selon Pascal Cazotte, cette exécution n'en a pas été une. Il faut comprendre qu'on a retrouvé les mémoires de l'ancienne maîtresse du duc de Wellington. Le duc de Wellington était un personnage très puissant à l'époque. C'était le général en chef des armées alliées qui avait vaincu Napoléon à la bataille de Waterloo. Et donc, cette ancienne maîtresse explique qu'elle a participé, sous l'assertement de Wellington, à ce simulacre d'exécution. On aurait donné au maréchal Ney, peu avant qu'il soit mené au peloton d'exécution, une poche de sang qu'il aurait glissée sous sa chemise et qu'il aurait percée au moment des tirs. Les soldats qui devaient tirer étaient tous d'anciens soldats, d'anciens grognards de l'armée française. Peut-être avait-il été payé pour tirer à côté. Alors cette version est un peu osée, j'en conviens, mais il y a le témoignage d'un notaire dont le grand-père avait été témoin visuel direct de cette exécution. Et le grand-père avait dit que Ney n'avait pas été fusillé et que cette exécution était une farce. Alors pour finir, je vais vous lire un dernier passage troublant de l'article de Pascal Cazotte. À la mort de Peter Stuart Ney, un certain docteur Neyman se présenta pour réclamer le corps de son père. L'homme parut aussi énigmatique que pouvait l'être le défunt professeur. Et pour cause. Son histoire n'avait pas grand-chose à envier à celle de Peter Stuart Ney, car le docteur prétendait en effet être le 3e fils du maréchal Michel Ney. Alors qu'il était tout jeune homme, il aurait décidé d'aller rejoindre son père aux États-Unis, mais s'était inscrit à la faculté de médecine de Baltimore dès son arrivée, suivant ainsi les conseils de son maréchal-professeur de père. Et par la suite, il s'était toujours efforcé de maintenir le secret sur ses origines, de manière à ne causer aucun embarras à sa mère et à ses frères restés en France. Le docteur Neyman finit ses jours à Saltillo, dans l'Indiana, où il décéda le 4 février 1909, à 100 ans passés. Sur sa pierre tombale, ces mots. E.M.C. Neyman, originaire de France, fils du maréchal Ney. Connaissez-vous la vie d'Auguste Piccard? Une vie passionnante, également amusante. Alors Auguste Piccard est né en 1884,
en Suisse. C'est un physicien, ami d'Einstein, et passionné de verticalité. Nous y reviendrons. Mais j'ai commencé à vous dire que Auguste Piccard avait à côté de sa vie assez amusant. Et c'est vrai qu'il a inspiré un personnage de bande dessinée dans les aventures de Tintin. Le professeur Tournesol. Hergé, le créateur des aventures de Tintin, a connu Auguste Piccard dans sa jeunesse. Et c'est vrai qu'Auguste Piccard ne passait pas inaperçu. Il avait une allure très spéciale, un physique très spécial, et vous pouvez d'ailleurs observer les ressemblances avec le professeur Tournesol. À ceci près que Hergé expliquait qu'il n'avait pas respecté la taille de Piccard pour son professeur Tournesol, parce qu'il lui aurait fallu agrandir les cadres de la bande dessinée tellement Piccard était grand. Alors je vous l'ai dit, Piccard est passionné de verticalité. Et très vite, il veut monter le plus haut possible. Alors il ne veut pas aller sur la Lune comme le professeur Tournesol, non, mais il veut au moins atteindre la stratosphère, être le premier homme à aller dans la stratosphère. Vous savez, c'est la deuxième couche de l'atmosphère terrestre, située à plus de 15 000 mètres d'altitude. Et pour cela, il va construire un ballon. Et en 1931, il va parvenir à atteindre la stratosphère avec son ami Paul Kipfer. Alors pourtant, ça commence mal. Ils veulent partir de Augsbourg, une ville en Allemagne, mais les autorités allemandes refusent le départ parce que Paul Kipfer et Auguste Piccard n'ont pas de casque. Ils n'en avaient pas prévu. Et c'est la femme de Auguste Piccard qui va leur bricoler des casques avec ce qu'elle trouve, ce qu'elle a sous la main, c'est-à-dire des paniers et des coussins. Et donc le vol peut commencer. Et les problèmes s'enchaînent. Des problèmes avec l'appareil à oxygène, des problèmes avec le système de soupape qui leur permettrait de redescendre avec le ballon, des problèmes avec le régulateur de température, il commence à faire très chaud dans la nacelle. Ils n'ont pas prévu assez d'eau, ils risquent de mourir de déshydratation, c'est très compliqué. Et pourtant, le vol se poursuit. 17 heures de vol. Et ils vont réussir à se poser tant bien que mal sur un glacier en Autriche. Alors ils passent la nuit dans la nacelle et au petit matin, les villageois viennent récupérer Paul Kipfer et Auguste Piccard. Et leur retour est triomphal. Ils vont recevoir même la Légion d'honneur. Et un journaliste qui va interroger Piccard par rapport à ce vol va lui dire quand même que c'était assez imprudent d'aller dans la stratosphère sans un équipement de montagne, sans de quoi tenir. Et Piccard va lui répondre de manière assez amusante. Il va lui dire « Oui, mais si j'avais atterri sur le palais du Festival de Venise, il m'aurait fallu avoir prévu un smoking. » Alors, après avoir atteint ce record d'altitude, eh bien Piccard s'intéresse au monde des profondeurs. Il veut avoir le record de la descente la plus profonde. Il va donc construire un appareil. Comme le professeur Tournesol, d'ailleurs, qui construisait beaucoup d'appareils, eh bien Auguste Piccard va concevoir ce qu'il nomme le bathyscaphe, un véritable vaisseau des profondeurs. Et donc, les essais s'enchaînent, il va descendre de plus en plus profondément, mais c'est en 1960 qu'il va battre ce record. Il va descendre dans la fosse Marianne, enfin plus précisément dans la fosse Challenger, près des îles Mariannes. Et ça commence mal, encore une fois, cette descente, parce que peu avant de descendre, eh bien, Auguste Piccard, il voit dans le bathyscaphe une sorte d'appareil dont il ne connaissait pas vraiment la présence, une sorte d'horloge. Alors il est étonné de cette horloge qui lui semble mal réglée. Alors, en bon Suisse, il va s'affairer à bien régler cette horloge, et c'est la catastrophe, aussi distrait que le professeur Tournesol. En réalité, ce n'était pas une horloge, c'était un système pour larguer des poids, larguer du plomb, pour pouvoir permettre au bathyscaphe de remonter en cas de problème. Sauf qu'il largue tous ses poids, alors que le bathyscaphe n'est pas dans l'eau. Donc il manque même de tuer un plongeur qui est en dessous et qui va heureusement s'en tirer et éviter tous ces poids. Et en tout cas, ça retarde cette descente de plusieurs semaines parce qu'il y avait des tonnes de poids. Il fallait tout remonter et tout recharger. Mais la descente peut avoir lieu. Il va descendre avec son fils, qui va piloter le bathyscaphe. Ils vont s'enfoncer jusqu'à 11 000 mètres de profondeur. 30 ans après avoir réussi à aller à 15 000 mètres d'altitude, c'est maintenant à 11 000 mètres de profondeur. Il va décrire ce qu'il voit d'ailleurs quand il touche le fond. Par le hublot, il va voir une crevette rouge, puis deux, puis un poisson plat dont on ignore d'ailleurs l'espèce. Et il fait très froid dans le bathyscaphe. Heureusement, ils vont se réchauffer avec des bouillottes. Alors, ce record va être difficile à battre, parce que c'est
l'endroit le plus profond, en tout cas maintenant détecté, de la mer. Alors le fils et le petit-fils d'Auguste Piccard vont hériter des mêmes passions. Bon, le fils, c'est la profondeur. Il va faire beaucoup de descentes avec son père. Mais le petit-fils, lui, c'est le ciel. Et en 2004, il va concevoir le premier avion solaire. Mais ça sera une autre histoire.